Charles a d'abord visité le parc de Caravane près de Newport quand il n'avait que 5 ans. La côte sud de l'Angleterre a accueilli la famille avec une douce lumière du soleil et le bruit des vagues. Le petit garçon a examiné avec enthousiasme les rangées de caravanes colorées qui lui semblaient être des maisons de contes de fées. « Maman, est-ce qu'on va vraiment vivre ici ?» demanda-t-il en tirant sur la manche de sa mère. « Oui, mon chéri, c'est notre maison pour les vacances », sourit-elle en déchargeant les valises de la voiture. À partir de ce moment-là, Newport est devenu une partie intégrante de la vie de Charles. À chaque vacances scolaires, la famille se rendait dans leur confortable caravane. C'était généralement juste maman, son frère et sa sœur. Papa les rejoignait rarement à cause du travail. Mais même en son absence, l'atmosphère était emplie de joie et d'insouciance. Quelques années plus tard, le père les surprit, il loua une caravane plus grande. Maintenant, il pouvait inviter des amis et des proches. Charles en était fier, car dans les années 1950, même avoir une voiture familiale était considéré comme un luxe. « Papa, pourquoi maman ne conduit pas la voiture ?» demanda un jour Charles, regardant son père derrière le volant. Son père rit. « Oh, elle a essayé d'apprendre. » Mais après le 3e essai pour obtenir son permis de conduire, elle a décidé qu'elle préférait être passagère. Le souvenir le plus vif de ces années pour Charles était son amitié avec Cory. Malgré le fait que Cory soit une fille et 1 an plus âgée, ils étaient devenus inséparables. Cory avait une grande tache de naissance rouge sur le côté gauche de son visage, ce qui faisait que les autres enfants l'évitaient, la considérant comme un garçon manqué. Mais Charles était totalement indifférent à cela. « Hé, Charlie, courons jusqu'à cette falaise !» cria Cory, déjà en train de partir. « Pas juste. Tu as commencé avant moi. » rit Charles, essayant de rattraper son ami. Ils escaladaient des rochers, lançaient des pierres dans la mer et exploraient chaque coin du parc de Caravane. Au fil des ans, leurs centres d'intérêt ont changé. Maintenant ils se aventuraient plus souvent en ville, découvrant de nouveaux endroits et divertissements. Un jour, vers l'âge de 12 ans, Charles remarqua que Cory avait commencé à utiliser du maquillage pour cacher la tache de naissance. « Pourquoi fais-tu ça ?» demanda-t-il avec une réelle perplexité. Cory baissa les yeux. « Juste. C'est plus facile. Les gens dévisagent moins. » Charles ressentit un moment de tristesse, mais décida de soutenir son ami. « Eh bien, avec ou sans maquillage, tu es toujours la plus cool. » Les soirées au club du parc de Caravane sont devenues une nouvelle étape de leur passage à l'âge adulte. Danse, jeux, fréquentation avec leur père, tout cela créait un sentiment de vraie vie adulte. Charles était toujours aux côtés de Cory, prêt à la protéger contre les remarques blessantes de leur père. Mais le destin en avait décidé autrement. Lorsque Charles eut 15 ans, il vint pour les vacances de Pâques et découvrit que la famille Corey avait vendu leur caravane. Cette nouvelle le frappa comme un coup de tonnerre venant du ciel bleu. Comment cela a-t-il pu arriver? Pourquoi ne m'ont-ils rien dit? Où sont-ils partis? Des questions tournoyaient dans son esprit, mais il n'y avait pas de réponse. Ces vacances devinrent les plus difficiles de la vie de Charles. Newport, autrefois un coin de paradis, semblait maintenant gris et morne sans sa meilleure amie. Voyant l'état de son fils, son père essaya de trouver des informations sur la famille Corey. Après un certain temps, il apprit la triste nouvelle: le père de Corey était décédé de la grippe l'hiver dernier, et sa mère avait été contrainte de vendre la caravane, incapable de l'entretenir. Charles se blâmait de ne pas avoir échangé d'adresse à l'époque. Tout ce qu'il savait, c'était que Corey habitait quelque part près de Liverpool, mais cette information ne suffisait pas pour retrouver son ami. Avec le départ de Corey, Newport perdit son charme pour Charles. Chaque coin lui rappelait le temps passé ensemble, les rires, les aventures, et ce lien spécial qui n'existe qu'à l'enfance. Mais la vie continuait, laissant ses souvenirs comme une page lumineuse mais lointaine du passé. Charles n'avait jamais pensé que l'été pouvait être si ordinaire. Pour la première fois depuis de nombreuses années, il resta à la maison pendant que sa famille partait à Newport. Un étrange sentiment de vide et de liberté en même temps. « Tu ne t'ennuies pas ?» demanda sa mère au téléphone.
Non, pas du tout. Tout va bien, mentit Charles, regardant par la fenêtre le ciel gris de Londres. Bientôt, les voyages en famille en caravane prirent fin. Sa sœur et son frère commencèrent à fréquenter leurs partenaires, et soudain l'Italie semblait beaucoup plus attrayante que la côte natale. Rimini, la mer, le bronzage, de nouvelles priorités remplacèrent la confortable caravane dans les projets familiaux. Nous vendons la caravane, annonça son père au dîner. Les trains pour l'Italie sont bien plus pratiques. Charles resta silencieux, mais quelque chose en lui se brisa. La fin d'une ère. À 18 ans, Charles fit ses adieux aux vacances en famille. Les festivals de musique avec les amis semblaient bien plus intéressants. La liberté des années 60 était enivrante, mais ne donnait pas de direction dans la vie. Université, diplôme, une série d'emplois, rien ne collait. Le seul réconfort était sa vieille Hillman Minix de 1959. Au moins quelque chose de constant, pensa Charles, caressant le volant usé. Mais même ce constant était maintenant menacé. Après une autre dispute avec son patron, Charles a claqué la porte, sans même penser aux conséquences. Et le lendemain, un camion a percuté sa fidèle Minix contre un poteau. Ça y est, soupira Charles, examinant la tôle froissée dans l'atelier de réparation automobile. Et là, le destin lui a joué un drôle de tour. « Hé, mec, tu es prêt pour un test ?» l'appela un homme. « Quel test ?» Charles ne comprenait pas. « Pour devenir chauffeur de camion, bien sûr. »« Allez, le temps presse. » Avant qu'il ne reprenne ses esprits, Charles se retrouva derrière le volant d'un énorme camion. Ses mains tremblaient, mais quelque chose en lui disait « Tu peux le faire. » Et il l'a fait. « Super boulot, mec. » L'examinateur lui tapota le dos. « Bienvenue dans l'équipe. » « Mais je... » Pas de « mais ». Le patron sera ravi. Et c'est ainsi que Charles est devenu chauffeur routier. Au début, c'était effrayant, mais à chaque trajet, il se sentait plus confiant. Les collègues partageaient leurs expériences, les clients le louaient pour sa ponctualité. Pour la première fois de sa vie, Charles avait l'impression d'avoir trouvé sa place. Il devait souvent travailler avec la société Marshall. Il y régnait une ambiance presque familiale, les chauffeurs plaisantaient, les mécaniciens se taquinaient, et la cafétéria sentait toujours bon les pâtisseries fraîchement préparées. « Salut, Charlie. Comment ça va, vieux ?» lui dit John, le plus ancien chauffeur chez Marshall. « J'attends juste une charge. On part bientôt ?» demande à Monica, c'est notre experte en planification, fit un clin d'œil John. Monica. À l'évocation de ce nom, le pouls de la moitié des chauffeurs s'accélérait. La répartitrice chez Marshall était célèbre non seulement pour son professionnalisme, mais aussi pour sa beauté irréelle. Ses tenues flirtaient toujours avec les limites du code vestimentaire de bureau, suscitant des émotions parmi les membres masculins de l'équipe. « Charles, mon chéri, ta charge sera prête dans 1 heure, » dit Monica de sa voix mélodieuse quand il passa au bureau des expéditions. « Merci, Monica. J'attendrai dans la salle de repos. » Charles acquiesça, essayant de ne pas s'attarder sur son décolleté. Contrairement aux autres chauffeurs, il essayait de garder ses distances. Peut-être est-ce pourquoi Monica le traitait avec un respect particulier. Les mois ont passé, et Charles est devenu l'un des chauffeurs les plus demandés. Les clients le demandaient spécifiquement pour les livraisons, le patron ne tarissait pas d'éloges. Et travailler avec Marshall était devenu presque constant. « Tu sais, Charlie, dit un jour le patron, tu as trouvé ta vocation. Peu de gens ont cette chance. » Charles sourit. Qui aurait pensé qu'un accident aléatoire le mènerait à son emploi préféré? La vie est pleine de surprises, et qui sait quel tournant attend au prochain carrefour. Charles n'aurait jamais pensé être aussi nerveux pour une fête d'entreprise. Mais Marshall n'était pas juste un client. C'était une atmosphère spéciale, presque comme une famille. Le vieux monsieur Marshall était fier de connaître les 200 employés par leur nom, et Charles était devenu d'une certaine manière partie de ce cercle. « Charlie, tu viendras à la fête de Noël, n'est-ce pas ?» demanda monsieur Russell, son patron, presque en passant.
Mais dans ses yeux, c'était clair, ce n'était pas juste une invitation, c'était une obligation. Le jour de la fête, Charles se sentait mal à l'aise. Le costume ne lui allait pas bien, la cravate l'étouffait. « Seigneur, je ne suis qu'un chauffeur, pas un banquier », marmonna-t-il en se regardant dans le miroir. Sid vint le chercher avec sa femme. En les voyant, Charles réalisa soudain son erreur. Il ne savait pas qu'il pouvait amener un partenaire. « Super, je serai le seul célibataire à la fête », pensa-t-il amèrement. La salle était animée d'une excitation festive. Charles cherchait nerveusement sa place, se sentant perdu parmi les couples élégants. « Charlie, te voilà !» retentit une voix familière. « Monica, ta place est à côté de moi », sourit-elle, en le prenant par le bras. « Étrange, » pensa Charles, « pourquoi suis-je assis à côté de Monica ? Quelque chose ne va pas ici. » Ses soupçons se renforcèrent lorsque le vieux monsieur Marshall lui-même s'approcha de leur table. « Ah, Charles, content que tu sois là. Garde un œil sur notre Monica, d'accord ?» fit-il un clin d'œil. Le dîner se passa dans une brume. Charles mastiquait mécaniquement, écoutait les discours, applaudissait. Mais ses pensées étaient loin. Pourquoi Monica est-elle sans partenaire? Pourquoi suis-je à côté d'elle? Que se passe-t-il ici? Lorsque la danse commença, Monica le tira par la main. « Allons-y, montrons-leur comment c'est fait. » Charles se déplaça maladroitement, sentant les regards envieux des hommes sur lui. D'autres hommes invitèrent aussi Monica, mais elle revenait toujours vers lui. Après quelques verres de champagne, la langue de Monica se délia. « Tu sais, Charlie, j'ai demandé moi-même à te mettre à côté de moi, » avoua-t-elle. « Tu es différent. Tu ne cherches pas à me courtiser comme les autres. » C'est intriguant. Charles prit une grande inspiration, le moment de vérité. « Monica, tu es très attirante. Vraiment. Mais je cherche quelque chose de sérieux. Et toi, tu es jeune, belle, avec toute ta vie devant toi. J'ai 24 ans, tu en as 19. Je suis constamment sur la route. Ce n'est pas ce dont tu as besoin en ce moment. » Monica semblait un peu triste un instant, puis sourit. « Tu es vraiment différent, Charlie. Peut-être as-tu raison. Mais tu sais quoi? Embrassons-nous sous le gui. Pour Noël. » Charles rit. « D'accord, mais seulement pour Noël. » Ils se dirigèrent vers le gui et s'embrassèrent. Après la fête de Noël, Charles ne pouvait s'empêcher de penser à Monica. C'était comme si elle avait décidé de lui prouver quelque chose, se retrouvant constamment sous le gui avec lui. C'est juste l'esprit des fêtes, essaya de se convaincre Charles, mais son cœur trahissait en battant plus fort à chaque fois qu'il la voyait sourire. En quittant la fête, il remarqua Monica avec un homme. « C'est ça, » pensa Charles, ignorant le fait qu'il se sentait jaloux d'elle. Le nouvel an le surprit à Belfast. Un voyage d'affaires de 2 semaines en Irlande du Nord se révéla être un cadeau du destin inattendu. Malgré le temps froid, Charles apprécia la solitude et l'opportunité de clarifier ses sentiments. Le retard dû à une mauvaise communication ne fit que prolonger ce temps de réflexion. À son retour, il prit quelques jours de congé. Lorsque Charles se présenta enfin au bureau Marshall, une surprise l'attendait. Monica avait changé. Des vêtements amples cachaient sa silhouette, et le maquillage voyant avait laissé place à un look plus naturel. « Charlie, bienvenue !» s'écria Monica en se jetant dans ses bras, le faisant rougir. « Salut, Monica. Tu es différente, » marmonna-t-il. « Tu pensais que je ne portais que des robes moulantes ?» cligna-t-elle de l'œil. « Peut-être as-tu mal compris autre chose à mon sujet ?» Charles fut pris au dépourvu. Cette nouvelle Monica était intrigante. « Écoute, je pensais. Peut-être pourrais-tu me ramener chez moi vendredi ?» demanda-t-elle de manière décontractée. « Bien sûr, aucun problème, » répondit Charles, sans se douter de rien. Le vendredi, Monica monta dans sa voiture avec un petit sac. « Je me suis dit que je pourrais peut-être rester chez toi pour le week-end ?» dit-elle naturellement, comme si c'était une évidence. Charles faillit heurter un poteau. « D'accord », parvint-il à dire.
Elle passa le week-end chez lui, et le week-end suivant, ils le passèrent chez les parents de Monica. Charles trouva inopinément des points communs avec son père et son frère. Ils parlèrent de voitures, de sport, de travail, et pour la première fois depuis longtemps, Charles se sentit comme un membre de la famille. Monica continuait de le surprendre. Au travail, elle s'habillait modestement, mais lorsqu'ils sortaient ensemble, elle se transformait. « Je t'avais dit qu'il y a beaucoup de choses que tu ignores sur moi », rit-elle en voyant son regard étonné. Leur vie intime s'est également révélée pleine de surprises. Monica n'était pas la jeune fille inexpérimentée qu'il avait supposée. En raison de problèmes de santé, elle ne pouvait pas prendre la pilule contraceptive, ce qui les rendait plus prudents et créatifs. « Tu sais, Charlie, dit Monica un jour, allongée dans ses bras, tu es tombé amoureux de moi dès le premier week-end. Je t'ai complètement charmé. » Charles rit doucement mais ne discuta pas. Il était en effet charmé. Et un peu effrayé. Charles n'avait jamais pensé que sa vie pourrait changer si rapidement. 3 mois après le début de leur relation avec Monica, il lui faisait déjà sa demande en mariage, et elle, riant à travers ses larmes, dit « oui ». Ils achetèrent une petite maison située sur le chemin entre leurs foyers parentaux et commencèrent avec enthousiasme à la rénover. Chaque soir après le travail, Charles prenait ses outils, tandis que Monica choisissait papier peint et rideaux. Leur mariage fut modeste mais joyeux dans la salle à manger Marshall, où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. « Qui aurait pensé que je célébrerais mon mariage là où je mange habituellement des sandwichs ?» plaisanta Charles, faisant tournoyer Monica dans une danse. Avant même qu'ils ne s'en rendent compte, Monica annonça sa grossesse. Charles était aux anges de bonheur, mais la peur des incertitudes de la paternité persistait. « Penses-tu que je vais y arriver ?» demanda-t-il à Monica, caressant son ventre arrondi. « Bien sûr que oui. Nous y arriverons tous les deux, » répondit-elle avec confiance. La naissance de Polly changea leur vie. Charles découvrit en lui une source infinie d'amour et de patience. Et lorsque Monica évoqua l'idée d'un deuxième enfant, il n'hésita pas. La deuxième grossesse se révéla plus difficile. Monica était souvent à l'hôpital, et Charles jonglait entre le travail, s'occuper de Polly et rendre visite à sa femme. Mais tout se termina bien, leur deuxième fille, Nicole, naquit en bonne santé, bien qu'un peu prématurée. « Pas d'autres enfants ?» déclara Monica après l'accouchement, et Charles fut entièrement d'accord. Sa carrière progressait également. Pendant la première grossesse de Monica, on lui proposa un poste temporaire de responsable de transport. Le poste temporaire devint permanent lorsqu'ils décidèrent d'avoir un deuxième enfant. « Qui aurait pensé que je serais assis dans un bureau ?» disait souvent Charles, se remémorant ses jours sur la route. Mais il ne se plaignait pas, le salaire était plus élevé, et les horaires de travail étaient plus réguliers. La vie semblait parfaite. Bon travail, foyer douillet, épouse aimante, 2 belles filles. Que pourrait-on demander de plus ? Pensa Charles en bordant les filles dans leur lit. Mais quand Polly a eu 6 ans, Charles a remarqué quelque chose d'étrange. Au début, il n'y a pas prêté beaucoup d'attention, mais progressivement c'est devenu évident, il était suivi. Chaque matin sur le chemin du travail, il remarquait la même voiture dans le rétroviseur. Le soir, une autre voiture l'escortait chez lui, conduite par une femme. « Peut-être que c'est juste mon imagination ?» se demanda-t-il, mais des années passées derrière le volant d'un camion aiguisaient son attention aux détails sur la route. Ce n'était certainement pas la police. Le style de conduite révélait un amateur. Charles en était sûr, il était délibérément suivi. Mais pourquoi ? Qui pourrait bien avoir besoin de lui ? Ces questions le tourmentaient, mais il décida de ne pas inquiéter Monica pour le moment. Peut-être que c'est juste une coïncidence, se convainquit-il, mais au fond de lui, il comprenait, sa vie parfaite pourrait ne pas être si parfaite après tout. Charles n'avait jamais pensé que son pub préféré deviendrait un lieu de jeu d'espionnage. Mais là, il était assis, sirotant sa bière habituelle, et du coin de l'œil, il les remarqua, un homme et une femme qu'il avait observés depuis plusieurs semaines. Ils étaient assis à des tables différentes,
mais leurs mouvements synchronisés révélaient une connexion entre eux. La femme lui lançait des regards invitants, mais Charles ne succomba pas à la provocation. « Est-ce que quelqu'un essaie de saper ma réputation dans l'entreprise ?» pensa-t-il, se remémorant sa récente promotion chez Marshall. Jalousie des collègues? Manigance des concurrents? Diverses versions tournoyaient dans sa tête, mais aucune ne semblait convaincante. Décidant de ne pas tenter le destin, Charles s'éclipsa discrètement par la porte de derrière. Son cœur se mit à battre la chamade alors qu'il se faufilait à travers les ruelles étroites, essayant de semer toute éventuelle poursuite. Après quelques jours, il osa enfin faire un geste désespéré en plein milieu de la rue, il se retourna et marcha vers l'un de ses queues. La femme, clairement pas préparée à cela, paniqua et s'enfuit, manquant de trébucher sur ses talons. Au moins une petite victoire, ricana Charles, mais son triomphe fut de courte durée. 2 semaines plus tard, un nouvel inconnu s'assit à côté de lui au pub. « Ne perds pas ton temps, ma chère, » lui dit-il avec lassitude. « Je ne suis pas intéressé par tes jeux. » La vie semblait déterminée à le mettre à l'épreuve. Monica se cassa la cheville et se retrouva à l'hôpital. Charles prit un congé pour s'occuper de ses filles. En préparant le dîner, il entendit Polly répondre au téléphone. « Oui, oncle Félix, papa est à la maison, » dit-elle, et Charles se figea avec une louche à la main. Oncle Félix? Il n'avait pas d'oncle Félix. Le soir, en bordant les filles dans leur lit, il a accidentellement surpris leur conversation. « Tu n'étais pas censé dire à papa à propos de l'oncle Félix. » chuchota Nicole. Maman a demandé de garder ça secret. Charles se sentit perdu. Des secrets? Un oncle mystérieux? Serait-ce Monica? Non, il chassa cette pensée. Sa Monica ne ferait pas ça. Il ne se précipita pas pour interroger ses filles. Au lieu de cela, il se contenta de rester allongé dans son lit, fixant le plafond. Qui est ce Félix? Pourquoi Monica cache-t-elle son existence? Et comment cela est-il lié à la surveillance? Charles ne put s'empêcher de remarquer combien le séjour de Monica à l'hôpital s'était prolongé. Ce qui avait commencé comme une simple fracture de la cheville se transforma en un traitement prolongé, le laissant seul avec des soupçons grandissants et 2 filles ayant besoin de soins. « Je peux aider avec les filles », proposa sa sœur Eva, jetant un œil sur elles un soir. Charles accepta avec gratitude son aide, sentant le poids de la responsabilité peser sur ses épaules. Cette nuit-là, lorsque les enfants étaient déjà endormis, Charles décida de partager ses inquiétudes avec sa sœur. « Eva, tu ne croiras pas ce que j'ai entendu » commença-t-il, lui parlant du mystérieux oncle Félix. Eva fronça les sourcils, écoutant son frère. « Charles, ne penses-tu pas que Monica pourrait être d'une manière ou d'une autre liée à ce Félix ?» Ces paroles semblèrent débloquer un flot de pensées que Charles avait soigneusement refoulé. « Je ne sais pas quoi penser, » admit-il. Eva proposa un plan. « Ma Marcie pourrait découvrir quelque chose auprès de tes filles. » Les enfants savent souvent plus que ce que l'on croit. Le plan fonctionna mieux que prévu. Le lendemain, Marcie rapporta que Polly et Nicole lui avaient dit que Monica parlait souvent à Félix près de l'école. Elles ont dit qu'il est divorcé et s'occupe de ses enfants à l'école en raison de problèmes de garde, relaya Marcie les paroles des cousines. Mais plus de détails émergeaient, plus d'incohérences apparaissaient. Les filles ne pouvaient pas nommer les enfants de Félix. De plus, elles ont mentionné l'avoir rencontré au parc même pendant les vacances scolaires. Il nous a offert des glaces et des burgers. Partagea Polly avec enthousiasme à Marcie. Eva regarda pensivement son frère. Charles, ne penses-tu pas que le jour où Monica est tombée, peut-être qu'elle prévoyait de rencontrer Félix? Cette pensée frappa Charles comme un éclair. Il se souvint des femmes étranges dans le pub, de la surveillance. Tout cela pouvait-il être d'une manière ou d'une autre lié? Eva, penses-tu que Monica aurait pu avoir une liaison? Peina-t-il à dire les mots? Sa sœur lui serra la main. Je ne sais pas, Charles. Mais quelque chose ne tourne pas rond ici. Nous devons creuser plus profondément. Que faisons-nous ensuite? Demanda-t-il, se sentant perdu dans cette mer de soupçons et d'incertitudes.
Nous allons poursuivre l'enquête, déclara Eva d'un ton ferme. La vérité est proche, et nous la trouverons. Charles hocha la tête, rassemblant les restes de sa détermination. Quelle que soit la vérité, il était prêt à y faire face. Mais au fond de lui, il espérait toujours qu'il y aurait une explication innocente à tout cela, que sa famille pourrait encore être sauvée. « Papa, oncle Félix a promis de nous emmener faire un tour en voiture à nouveau. » Polly s'exclama de manière inattendue pendant le petit déjeuner. Charles faillit s'étouffer avec son café. « Tu étais dans sa voiture ?» demanda-t-il, essayant de garder son calme. Les filles acquiescèrent avec enthousiasme, ignorant l'orage qui se formait au-dessus de la tête de leur père. Charles sentit un frisson lui parcourir l'échine. La situation devenait plus sérieuse. Ce même soir, Eddie Smith, un vieil ami de la police, appela. « Charlie, tu te souviens que tu as demandé au sujet des voitures qui te suivaient ? J'ai des informations. Le propriétaire de cette Granada est un certain Félix Clark. Et tu sais quoi ? Nous le connaissons, et pas de la meilleure façon qui soit. » Le cœur de Charles fit un bond. Félix Clark. Le même oncle Félix. Le lendemain, il se rendit à l'hôpital, soi-disant pour rendre visite à Monica. Mais en réalité, il était intéressé par autre chose. M. Turner appela l'infirmière. « Votre femme est avec un autre visiteur en ce moment. Félix, il me semble. Il vient souvent. » C'était trop. Charles se retourna et quitta l'hôpital, sentant la rage bouillonner en lui. Il était temps de mettre fin à cette mascarade. Après avoir envoyé les enfants chez leurs parents, Charles attendit le retour de Monica à la maison. Lorsqu'elle entra, s'appuyant sur des béquilles, il l'accueillit d'un regard froid. « Qui est Félix Clark ?» demanda-t-il sans préambule. « Monica pâlit. « Charles, je suis tombée amoureuse. Je suis désolée. Je voulais demander le divorce. » « Le divorce ?» Charles ricana amèrement. « Sais-tu seulement qui il est ? Ton précieux Félix est un pédophile condamné. » Monica resta figée, comme foudroyée. « Quoi ? Non, c'est impossible. Il travaillait à l'étranger. » « À l'étranger ?» Charles secoua la tête. « Il était en prison, Monica. Et il semble qu'il ne s'intéressait pas à toi, mais à nos enfants. » Eva, observant silencieusement la scène, s'approcha de Monica avec un dossier de documents. « Voici les preuves, Monica. Félix t'a menti tout ce temps. » Charles continua, sentant chaque mot sortir avec difficulté. « J'ai préparé les papiers du divorce. Les services sociaux sont déjà au courant de la situation. La police veut te poser quelques questions. » Monica s'affaissa sur la chaise, les larmes coulant sur ses joues. « Je ne savais pas. Je te jure, je ne savais pas. Tu as le week-end pour faire tes bagages et partir, » tenta de dire Charles d'un ton ferme, bien que les émotions le submergent à l'intérieur. « Et si j'apprends que quelque chose est arrivé aux enfants ? Je te jure devant Dieu, ni toi ni Félix ne trouverez un endroit où vous cacher. » Eva posa une main sur l'épaule de son frère, le soutenant silencieusement, tandis que Monica sanglotait dans la chaise, réalisant l'horreur totale de la situation. La pression sur son corps affaibli fit effet. Monica s'évanouit. Charles appela une ambulance. Lorsque les ambulanciers arrivèrent pour l'emmener à l'hôpital, Charles ressentit un étrange engourdissement et observa silencieusement le processus. C'était la dernière fois qu'il voyait sa femme avant la finalisation du divorce. Le processus de divorce se déroula étonnamment bien. Monica n'essaya même pas de se battre pour la garde des enfants, les services sociaux avaient déjà émis une ordonnance contre elle. Charles fut horrifié d'apprendre que Monica avait laissé les filles à plusieurs reprises sous la garde de Clark. « Monsieur Charles, » dit doucement la psychologue travaillant avec ses filles, « physiquement les enfants n'ont pas été blessés. Il semble que Clark était encore dans la phase de, disons, préparation. » La paupière de Charles tressaillit. « Préparation ? Vous voulez dire ? » « Oui, » acquiesça la spécialiste. Ils gagnaient leur confiance. Heureusement, vous êtes intervenu à temps. La rencontre avec l'inspecteur de police laissa un sentiment encore plus lourd. Nous ne pouvons pas inculper Clark. Il n'y a pas de preuve d'un crime.
dit-il. Mais nous avons des soupçons. Vous vous souvenez de la voiture volée qui était suivie? Nous pensons que Clark prévoyait de l'utiliser pour un délit de fuite. Délit de fuite? Contre qui? Charles sentit un frisson lui parcourir l'échine. L'inspecteur le regarda significativement. Nous avons des raisons de croire que ce n'est pas la première fois. Vous vous souvenez de la veuve dont le mari est mort dans un accident de voiture? Nous soupçonnons l'implication de Clark. Charles avala sa salive. Et maintenant? Officiellement? Nous le surveillerons. Officieusement. L'inspecteur marqua une pause. Si quelqu'un décide d'agir, nous n'interviendrons pas. Voyant Charles se frotter nerveusement le visage, l'inspecteur ajouta « Et une dernière chose. Ne jugez pas Monica trop sévèrement. Clark est un manipulateur hors pair. Elle n'a jamais eu une chance. Lorsque nous lui avons montré son dossier, elle a été choquée. » Charles hocha silencieusement la tête, réalisant qu'il aurait pu être une victime de Clark lui-même. Il décida de ne pas ignorer la menace, mais aussi de ne pas se précipiter dans l'action. 2 ans passèrent. La situation resta tendue. Monica ne pouvait voir les enfants que sous surveillance, ce qui contraria tout le monde. Charles essaya de croire qu'elle ne pouvait pas consciemment mettre les filles en danger. Un soir, en bordant les filles dans leur lit, il entendit Polly chuchoter « Papa, quand reverrons-nous l'oncle Félix ?» Il a promis de nous apprendre à nager. Charles se figea, sentant la colère bouillonner en lui. Il réalisa qu'il ne pouvait plus attendre. Il était temps d'agir, de protéger sa famille de ce monstre une fois pour toutes. Charles, soupirant, signa des papiers assouplissant les conditions des visites de Monica avec les enfants. « Peut-être devrions-nous essayer à nouveau ?» demanda-t-elle timidement. Charles secoua la tête. « Je suis désolé, Monica. Ce pont est brûlé. » La vie semblait prendre un nouveau cours. Les enfants s'habituaient peu à peu à la nouvelle routine, même s'ils demandaient parfois encore leur maman. Charles essayait d'être honnête, mais sans les traumatiser avec des informations inutiles. Un matin, un voisin dit à Charles qu'il avait vu la voiture de Félix Clark chez Monica. Encore? Charles ressentit un dégoût croissant envers Monica. Cependant, il sembla bientôt que Monica avait rencontré quelqu'un de nouveau. Charles entendit même parler d'un engagement, mais le fiancé disparut rapidement en apprenant le passé de Monica. Et puis l'incroyable se produisit. Monica renversa Clark avec sa voiture juste devant le commissariat. Puis elle se dirigea vers la rivière, essayant apparemment de mettre fin à ses jours. Les accusations d'homicide involontaire furent abandonnées en raison de doutes sur sa stabilité mentale. Monica passa un certain temps dans une clinique psychiatrique et fut libérée avec une ordonnance de poursuivre la thérapie. Charles se sentait comme dans un film surréaliste. Il fut reconnaissant lorsqu'Eva et sa famille emménagèrent pour aider avec les enfants. Les visites de Monica devinrent moins fréquentes. « Papa, allons-nous à la mer ?» demanda un jour Nicole. Et les voilà à Newport, Charles, les enfants, la famille d'Eva et la famille de Ralph. Charles regardait tendrement les filles courir sur les mêmes plages où ils jouaient enfants. « Regardez, dit-il à ses filles, en montrant un vieil arbre. Voyez-vous ces initiales? C'était EKP. C'est moi et mon ami Cory qui les avons gravées il y a de nombreuses années. Raconte-nous l'histoire de Cory, papa. » Les yeux des filles brillèrent. Et Charles leur raconta les aventures estivales, la cachette secrète, les farces enfantines ridicules. À sa grande surprise, l'histoire de Cory captivait non seulement les enfants mais aussi les adultes. Eva et Ralph demandaient constamment des détails, et les filles ont même commencé à ajouter les initiales de Cory aux motifs de sable et aux décorations de pâtisserie. Au début, Charles était agacé par cette mention constante de Cory. Mais peu à peu, il se surprit à sourire, se remémorant ses jours insouciants. Les rires des enfants, les soirées chaleureuses en famille, tout semblait apaiser les blessures des années passées. « Tu sais, » lui dit Eva un soir alors qu'ils étaient assis sur la véranda, regardant le coucher du soleil, « peut-être devrions-nous retrouver Cory? Ce serait intéressant de savoir comment sa vie a évolué. » Charles réfléchit.
L'idée de retrouver une amie d'enfance après tant d'années suscitait une étrange excitation. Peut-être, répondit-il en souriant. Peut-être que c'est en effet une bonne idée. De retour chez lui après les vacances, Charles n'arrivait pas à chasser les pensées de Cory. Ses filles, sa sœur et son frère, comme s'ils le sentaient, suggérèrent de regarder de vieilles photographies. « Papa, c'est Cory ?» demanda Polly, montrant une photo d'un garçon et d'une fille qui ressemblaient aussi à un garçon. Charles hocha la tête, surpris que personne n'ait mentionné la tâche de naissance de Cory. Peut-être par politesse, l'été suivant, ils se réunirent à nouveau pour aller à Newport. Ralph et sa famille ne vinrent pas, invoquant le travail. « Papa, pouvons-nous revoir cet arbre avec vos initiales ?» demanda Nicole avec un enthousiasme inhabituel. Lorsqu'ils atteignirent l'arbre, Charles remarqua que les filles se comportaient étrangement excitées. Il s'approcha et se figea, sous l'ancienne inscription « C'était ». EKP. 1959, une nouvelle était apparue, kilogramme 1982. Que diable, marmonna-t-il. Charlie. Une voix familière retentit. Charles se retourna et vit Ralph, qui était censé être au travail. J'ai un message de Cory pour toi. Elle t'attend à votre ancienne cachette. Stupéfait, Charles se dirigea vers leur lieu secret. Personne n'était là, mais soudain. Coucou! Quelqu'un sauta derrière l'arbre, comme dans l'enfance. Cory? Charles n'en croyait pas ses yeux. Cory avait complètement changé. Il n'y avait plus de taches de naissance sur son visage, et dans l'ensemble, elle avait un aspect plus féminin. Ils s'assirent sur le vieux tronc, et un flot de souvenirs les submergea tous les deux. « Pourquoi as-tu disparu à l'époque, Cory ?» demanda enfin Charles. Cory soupira. « Mon père nous a laissés endettés après sa mort, et nous avons dû partir. » Elle raconta comment sa mère s'était remariée, et son beau-père avait payé pour l'ablation au laser de la tache de naissance. Elle n'a pas complètement disparu, mais cela m'a donné confiance. Cory regarda Charles dans les yeux. « Tu sais, te rencontrer dans mon enfance a été aussi important pour moi que de faire enlever la tache de naissance. Tu n'as jamais commenté, jamais demandé. Pour moi, cela signifiait plus que tu ne peux l'imaginer. » Charles fut touché par ces paroles. « Je te voyais juste comme une amie, Cory. » Ils restèrent assis, regardant leurs enfants jouer ensemble, comme si ces longues années de séparation n'avaient jamais eu lieu. « Alors, Charlie ?» sourit Cory, prêt pour de nouvelles aventures? Charles rit, ayant l'impression que les années reculaient. « Avec toi? Toujours. » Après cette incroyable rencontre à Newport, Charles et Cory passèrent quelques jours à rattraper le temps perdu. Cory parla de sa vie après leur séparation, de son mariage avec un soldat, de la naissance de leurs 2 enfants, et de la mort tragique de son mari en 1978 lors d'exercices militaires. Après le décès de sa mère, elle vécut avec son beau-père, qui devint un véritable soutien pour elle. « Tu sais, c'est grâce à Ralph, » avoua Cory. « Lui, avec l'aide de ses collègues de la plateforme pétrolière, m'a retrouvé. Il s'est avéré que nous avions des connaissances communes. Quand il m'a parlé de toi et de tes filles, j'ai réalisé que je devais te revoir. Et il voulait que cette rencontre soit une surprise pour toi. Eh bien, il a réussi, » dit Charlie avec un sourire. Le reste des vacances, ils le passèrent ensemble, 2 familles, comme se retrouvant après une longue séparation. Les enfants trouvèrent rapidement un langage commun, et Charles et Cory apprécièrent chaque moment, se redécouvrant l'un l'autre. De retour chez eux, ils décidèrent de ne pas précipiter les choses. Pendant 6 mois, ils sortirent, voyagèrent, apprenant à se connaître à nouveau. Et puis Cory emménagea chez Charles avec les enfants. « Papa, est-ce qu'on peut appeler Cory maman ?» demanda un jour Nicole. Charles ne savait que dire. Il comprenait que cela pourrait blesser Monica. Mais à sa surprise, les filles avaient déjà commencé à appeler Monica par son prénom. Bien sûr, cela créa des tensions. Monica était contrariée, mais après de longues conversations et avec l'aide d'un thérapeute, ils parvinrent à trouver un compromis. Une cérémonie de mariage intime aux Bermudes marqua le début d'un nouveau chapitre dans la vie de Charles et Cory.
Ils rayonnaient de bonheur, échangeant leurs vœux en toile de fond de l'océan azur. Les années passèrent. Monica ne se remit jamais complètement. Sa santé mentale se détériora encore davantage. Elle a assisté au mariage de Polly et Simon, un événement qui a d'abord suscité de nombreuses plaisanteries sur le demi-frère et la demi-sœur, mais s'est terminé par une joie sincère pour le jeune couple. Peu de temps après, l'état de santé de Monica s'est détérioré au point qu'elle a fini à l'hôpital sous observation constante. Les enfants ont grandi et ont pris des chemins différents. Charles et Cory ont acheté un petit cottage près de Newport, où ils passaient la plupart de leur temps. Ils se promenaient souvent dans des endroits familiers de leur enfance, parfois en compagnie de leurs petits-enfants, partageant des récits de leurs aventures. « Tu sais, Charlie, » dit un jour Cory alors qu'ils étaient assis sur leur tronc préféré près du vieil arbre aux initiales, qui aurait cru que tout se terminerait ainsi? Charles passa son bras autour de ses épaules. « La vie est pleine de surprises, ma chère. Mais je suis heureux que cette surprise m'ait conduit à toi. »